village de Belombre n'avait jamais attiré l'attention de quiconque. Caché au creux de collines boisées, il semblait isolé non seulement par sa géographie, mais par une aura presque mystique. Ses ruelles étroites bordées de maisons en pierre, ses puits moussus et ses chemins de terre, tout respirait une tranquillité immuable. Pourtant, cette paix était trompeuse. Une présence étrangère, une perturbation imperceptible, s'apprêtait à troubler le fragile équilibre du village. Un matin gris et brumeux, les premiers signes de cette perturbation apparurent. À l'orée du bois, là où les arbres touffus cédaient leur place aux champs soigneusement entretenus, un enfant se tenait immobile. Il était si silencieux et immobile qu'au début, personne ne le remarqua. Ce fut Emmeline, une femme solitaire qui habitait près de la lisière, qui l'aperçut la première en sortant chercher du bois. Lorsqu'elle leva les yeux, son souffle se suspendit. Le garçon avait environ 8 ans, mais son apparence racontait une histoire de souffrance. Ses vêtements, déchirés et couverts de boue, pendaient sur un corps frêle, à peine nourri. Ses pieds nus étaient couverts d'entailles, mais il semblait insensible au froid du sol humide. Cependant, ce qui frappa Emmeline plus que tout, c'était ses yeux. 2 puits insondables, noirs comme une nuit sans étoiles. Ses yeux semblaient capturer la lumière et la retenir, projetant une intensité si troublante qu'Emmeline recula instinctivement. « Mon Dieu, d'où viens-tu, petit ?» murmura-t-elle, brisant un silence lourd. L'enfant ne répondit pas. Pas un mot, pas un mouvement. Ses yeux restaient fixés sur elle, mais ils ne montraient ni peur, ni agressivité. Simplement une étrange conscience, comme s'il la sondait au plus profond de son âme. Après un moment, Emmeline surmonta son appréhension. Elle s'approcha lentement, ses sabots en bois crissant sur les feuilles mortes. Lorsqu'elle fut assez proche, elle tendit la main, mais l'enfant ne bougea toujours pas. Prise d'une soudaine compassion, elle s'accroupit pour être à sa hauteur. « Viens, dit-elle doucement, tu dois être affamé et frigorifié. » L'enfant tourna légèrement la tête, comme s'il considérait son invitation. Puis, sans un mot, il fit un pas en avant. Ce fut le début de ce qui allait bouleverser le village de Belombre. Lorsqu'elle ramena le garçon dans sa petite maison, Emmeline sentit un poids sur elle, une sensation étrange qu'elle n'arrivait pas à nommer. Ce n'était pas seulement le regard fixe de l'enfant, mais quelque chose de plus profond, un sentiment qu'elle ne pouvait expliquer. Elle alluma le feu et posa une assiette de soupe tiède devant lui. Mais l'enfant ne mangea pas tout de suite. Il observait la fumée s'élever de l'assiette, ses yeux noirs semblant absorber la moindre ondulation du liquide. Lorsqu'il porta enfin la cuillère à sa bouche, Emmeline sentit une vague de soulagement inexplicable. Le lendemain matin, Emmeline dut se rendre au village pour acheter des provisions. Elle décida d'emmener l'enfant, espérant que peut-être quelqu'un le reconnaîtrait ou aurait une idée d'où il venait. Mais dès qu'ils arrivèrent sur la place principale, les regards curieux se transformèrent en murmures inquiets. « Qui est cet enfant ?» demanda Marguerite, la commère du village, à haute voix. « Emmeline, tu l'as trouvé où ?» ajouta un autre s'approchant prudemment. Emmeline essaya d'expliquer. Elle l'avait trouvé seule, à la lisière de la forêt. Il ne parlait pas, mais il ne semblait pas non plus perdu. Elle voulait juste l'aider, au moins jusqu'à ce que ses parents soient retrouvés. Pourtant, les regards sceptiques persistaient. Ce n'étaient pas ses vêtements en lambeaux ou son silence qui troublaient le plus les villageois, mais ses yeux. Plusieurs habitants jurèrent qu'ils n'avaient jamais vu un regard pareil. « Des yeux noirs comme ça, ce n'est pas naturel », murmura un vieil homme en s'éloignant. Les jours suivants, Emmeline tenta de s'occuper du garçon, qu'elle avait décidé d'appeler Noé. Ce nom lui était venu spontanément, comme si c'était une évidence. Noé se laissait nourrir, habiller et soigner, mais il ne prononçait toujours aucun mot. Il semblait vivre dans un monde à part, observant tout avec une curiosité silencieuse mais intense. Au fil des jours,
Emmeline remarqua une étrange atmosphère autour de la maison. Les ombres semblaient plus longues, plus profondes, comme si la lumière avait du mal à les dissiper. Parfois, le feu de la cheminée vacillait sans raison, projetant des formes mouvantes sur les murs. Une nuit, Emmeline crut même entendre un murmure, mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait que Noé, assis sur son lit, fixant la fenêtre. Malgré ces phénomènes, Emmeline ne pouvait se résoudre à le renvoyer ou à demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Il y avait quelque chose de profondément vulnérable chez lui, quelque chose qui éveillait son instinct maternel. Les villageois, cependant, devinrent de plus en plus méfiants. Marguerite affirma qu'elle avait vu l'ombre d'un arbre près de la maison d'Emmeline bouger, comme si elle avait une volonté propre. D'autres racontèrent avoir ressenti un froid soudain en passant près de la maison. La rumeur se répandit rapidement. L'enfant n'était pas normal. Certains disaient qu'il portait une malédiction, d'autres qu'il était un esprit déguisé. Un soir, alors qu'Emmeline revenait de la rivière avec un seau d'eau, elle trouva un groupe de villageois rassemblés près de chez elle. Ils étaient armés de fourches et de torches, leurs visages marqués par la peur. « Emmeline, cet enfant apporte des ennuis, » dit le forgeron, un homme robuste qui ne montrait habituellement pas de faiblesse. « Tu ne peux pas le garder ici. » Emmeline, bien que surprise, refusa fermement. Elle leur dit que Noé était un simple garçon perdu, qu'il n'avait rien fait de mal. « Rien fait de mal ?» répliqua Marguerite. « Et les ombres, et le froid. Tu ne vois pas que tout cela a commencé avec lui ?» Mais Emmeline resta inflexible. Elle leur demanda de partir, les prévenant qu'elle ne tolérerait pas qu'on fasse du mal à un enfant sans défense. Les villageois, bien qu'hésitants, finirent par s'éloigner. Cependant, Emmeline savait que leur peur ne ferait que croître si rien ne changeait. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle observait Noé dormir, Emmeline sentit une vague de culpabilité. Elle s'interrogeait, qui était vraiment cet enfant ? Pourquoi l'avait-elle recueilli alors que tout en lui semblait crier au danger ? Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde affection pour lui, malgré son mystère. Ce fut cette nuit-là qu'elle remarqua quelque chose de nouveau. Alors qu'elle éteignait la lampe, les ombres de la pièce semblèrent s'animer. Elles se déplacèrent lentement vers le lit de Noé, formant une sorte de cocon autour de lui. Pendant un instant, Emmeline sentit son cœur s'arrêter. Mais lorsque les ombres se dissipèrent, Noé ouvrit les yeux et la regarda. Elle s'attendait à de la peur, peut-être même à de l'agressivité. Mais ses yeux noirs étaient calmes, presque apaisants. « Que veux-tu » murmura-t-elle, bien qu'elle sût qu'il ne répondrait pas. Noé la regarda encore un moment, puis tendit une main vers elle. Emmeline, hésitante, la prit. À cet instant, elle ressentit une vague de chaleur, un étrange mélange de réconfort et de douleur, comme si l'enfant essayait de lui transmettre quelque chose qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Ce premier contact renforça la détermination d'Emmeline. Peu importe les murmures et les peurs des villageois, elle protégerait Noé. Mais elle savait aussi qu'il fallait des réponses. D'où venait cet enfant ? Que signifiaient ces étranges pouvoirs ? Et pourquoi semblait-il attirer les ténèbres comme un aimant ? Peu l'ombre, si paisible auparavant, allait devenir le théâtre d'événements qu'aucun des habitants n'aurait pu imaginer. Et dans le silence de la nuit, sous les étoiles voilées, Emmeline sentit pour la première fois une certitude étrange. Noé n'était pas arrivé ici par hasard. Les premiers jours suivant l'arrivée de Noé furent étranges, mais Emmeline, accoutumée à sa solitude, s'adapta rapidement à cette nouvelle présence. L'enfant semblait parfaitement silencieux, presque invisible dans la maison, sauf pour ses yeux noirs qui suivaient Emmeline avec une attention presque surnaturelle. Il ne parlait pas, mais il apprenait, imitait certains gestes, posait une assiette, attrapait un objet. Emmeline l'observait avec une curiosité mêlée de tendresse. Pourtant, dès le début, elle sentit qu'il y avait autre chose.
Une atmosphère inhabituelle semblait s'installer dans sa maison. Les coins des pièces paraissaient plus sombres qu'avant, même lorsqu'elle y allumait des chandelles. Le feu dans la cheminée, qu'elle trouvait habituellement réconfortant, jetait des ombres qui dansaient d'une manière étrange, presque vivante. Mais elle mit ses impressions sur le compte de la fatigue. Après tout, s'occuper d'un enfant si mystérieux n'était pas une tâche anodine. Les choses devinrent impossibles à ignorer un soir, alors qu'elle tricotait près du feu. La journée avait été froide, et la lumière vacillante des flammes réchauffait la pièce. Noé était assis sur une chaise de l'autre côté de la pièce, regardant le feu avec son regard inébranlable. Il ne faisait rien comme à son habitude, mais Emmeline sentait qu'il n'était pas simplement passif. Elle était habituée à son silence, mais ce soir-là, elle se sentait observée différemment, comme si quelque chose d'invisible scrutait chaque recoin de son âme. Tout à coup, une ombre sur le mur à côté d'elle attira son attention. Elle s'allongea, se courba et forma une spirale étrange. Emmeline cligna des yeux, persuadée qu'il s'agissait d'une illusion causée par les flammes. Mais l'ombre ne cessa pas son étrange danse. Au contraire, elle se déplaça lentement, prenant la forme d'un arbre torturé, puis celle d'une main griffue, avant de se disperser dans une série de fragments flottants. Emmeline laissa échapper un cri, laissant tomber son tricot au sol. Se retournant vers Noé, elle le vit debout, les mains tendues vers les murs, ses doigts bougeant comme s'ils tiraient sur des fils invisibles. Ses yeux brillaient faiblement à la lumière du feu et un sourire imperceptible se forma sur ses lèvres. « Que fais-tu » murmura Emmeline, terrifiée mais fascinée. Noé baissa lentement les mains et tourna la tête vers elle. Son regard était insondable et il ne répondit pas. L'ombre qui dansait sur le mur s'évanouit instantanément, comme si elle n'avait jamais existé. Le lendemain matin, Emmeline hésita à parler de cet incident. Elle craignait que les villageois, déjà méfiants à l'égard de Noé, ne prennent cette histoire pour une preuve de ses supposées bizarreries. Pourtant, le souvenir des ombres mouvantes restait gravé dans son esprit. Elle tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'un jeu de lumière, d'un effet produit par le feu. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose de plus étrange était en jeu. Elle finit par aborder le sujet avec Marguerite, qui se trouvait au marché. En l'écoutant, Marguerite haussa les épaules et ria légèrement. « Les ombres qui bougent toutes seules. Voyons, Emmeline, tu vis trop isolée. Ton imagination te joue des tours. » Mais Emmeline vit une lueur d'hésitation dans les yeux de Marguerite. Même si elle refusait de le montrer, il était clair que l'idée d'un enfant mystérieux capable de manipuler les ombres n'était pas si inconcevable pour elle. Malgré ses doutes et ses peurs, Emmeline continua de s'occuper de Noé. Elle sentit cependant que les ombres autour de lui devenaient de plus en plus actives. Lorsqu'il traversait une pièce, elles semblaient s'étirer vers lui, comme si elles cherchaient à se rapprocher. Parfois, en le surveillant à son insu, elle le voyait jouer avec elle, formant des silhouettes d'animaux ou des formes humaines sur les murs. Une fois, alors qu'elle préparait le dîner, elle sentit un frisson courir dans son dos. En se retournant, elle vit l'ombre d'un oiseau gigantesque se projeter sur le mur de la cuisine. Pourtant, lorsqu'elle regarda autour d'elle, il n'y avait aucun oiseau. Juste Noé, assis calmement à la table, fixant son assiette. « C'est toi qui fais ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, s'agenouillant à côté de lui. Noé la regarda sans ciller. Puis, lentement, il posa sa petite main sur la sienne. Un frisson glacial traversa son bras, mais elle ne recula pas. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un jeu. Ces ombres étaient vivantes, et Noé avait un contrôle sur elles qu'il ne semblait pas totalement comprendre. Au fil des jours, les phénomènes s'intensifièrent. Les ombres ne se contentaient plus de danser sur les murs de la maison. Elles semblaient désormais se manifester en dehors, dans les ruelles du village. Un fermier jura avoir vu son ombre se détacher de lui et marcher dans la direction opposée.
Un autre rapporta qu'une ombre avait pris la forme d'un chien et l'avait suivi jusqu'à sa porte avant de disparaître. Les rumeurs se répandirent rapidement. Les habitants commencèrent à relier ces événements à Noé, bien que personne n'ait été témoin direct de ses pouvoirs. Emmeline sentit leur hostilité croître. Les regards qu'on lui lançait lorsqu'elle se rendait au marché devinrent plus durs, et certains parents interdirent à leurs enfants de s'approcher de sa maison. Une nuit, un groupe de villageois se rassembla près de sa porte. Ils n'avaient pas encore osé frapper, mais leur chuchotement était suffisamment fort pour qu'elle les entende. « Cette femme protège un démon. Les ombres ne mentent pas. Elles agissent parce qu'il est là. Nous devons faire quelque chose. » Le cœur lourd, Emmeline décida de ne pas affronter la foule. Elle éteignit toutes les lumières de la maison et resta immobile, priant pour qu'il s'en aille. Ce même soir, alors que tout était redevenu calme, Emmeline alla voir Noé dans sa chambre. Elle trouva l'enfant assis par terre, entouré d'un cercle d'ombre. Elle ne ressemblait pas à de simples silhouettes. Elle vibrait, palpitait, comme si elle respirait. Certaines s'allongeaient jusqu'au plafond, d'autres tournaient autour de lui en une danse hypnotique. « Noé, tu dois m'expliquer, » dit-elle, la voix tremblante. « Que fais-tu? Que sont ces ombres ?» L'enfant leva lentement les yeux vers elle. Pour la première fois, elle crut voir une émotion dans ses yeux noirs, de la tristesse. Mais il ne parla toujours pas. Il tendit une main vers elle, et lorsqu'elle la prit, elle sentit une vague de chaleur cette fois, comme si les ombres cherchaient à la rassurer. Puis, sans un mot, Noé leva une main et les ombres disparurent instantanément. La pièce redevint normale, mais Emmeline savait qu'il ne s'agissait que d'un répit. Les jours suivants, Emmeline prit une décision. Elle devait protéger Noé, quel qu'en soit le prix. Elle sentit que les ombres, bien qu'étranges et effrayantes, ne voulaient pas lui nuire. Elles étaient comme des extensions de lui, des fragments d'un pouvoir qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Cependant, elle savait que le village ne le verrait jamais de cette façon. Si les phénomènes continuaient, les habitants finiraient par se retourner contre eux deux. Mais comment protéger Noé, un enfant si fragile, et en même temps comprendre ce lien inexplicable qu'il partageait avec les ombres? Une question brûlait dans son esprit. Si Noé contrôlait les ombres, alors que cherchait-elle vraiment à lui montrer? À Belombre, la tranquillité s'effaçait lentement. Ce qui avait commencé par des murmures et des regards suspicieux se transforma en un sentiment palpable de malaise. Les ombres, jadis simples et passives, semblaient s'animer. Elles dansaient, se tordaient et parfois, elles donnaient l'impression de vouloir s'échapper de leur source. Ces phénomènes, bien que discrets au début, devinrent rapidement impossibles à ignorer. Marguerite, la commère du village, fut la première à rapporter un incident étrange. Un matin, alors qu'elle balayait devant sa maison, elle remarqua que l'ombre de sa propre silhouette bougeait d'une manière qui ne correspondait pas à ses mouvements. Elle leva son bras et l'ombre fit de même, mais avec un léger décalage, comme si elle réfléchissait avant d'imiter le geste. Marguerite lâcha son balai et rentra précipitamment chez elle. Le soir même, elle raconta son expérience à quelques voisins rassemblés autour d'un feu. Ces mots, bien que teintés d'exagération, firent leur effet. Les villageois, qui se plaisaient à vivre dans un monde où tout avait une explication simple, commencèrent à murmurer des théories. « Ce n'est pas naturel », affirma un vieil homme en serrant son chapeau entre ses mains. « Les ombres ne devraient pas avoir leur propre volonté. » « Vous croyez que ça a un lien avec ce garçon qu'Emmeline a ramené ?» hasarda une jeune femme, les yeux écarquillés. « Depuis qu'il est là, tout semble différent. » Le lendemain, un fermier vint au village, visiblement ébranlé. Alors qu'il retournait chez lui au crépuscule, il avait vu son ombre se détacher de lui. Elle avait glissé le long du chemin devant lui, grandissant à mesure qu'elle s'éloignait.
Il avait juré que cette ombre s'était retournée pour le fixer, bien qu'elle n'ait pas Dieu. Paniqué, il avait couru jusqu'à sa maison sans oser se retourner. « Mon ombre m'a dépassé », clamait-il, les mains tremblantes. « Elle m'a regardé, comme si elle voulait m'avaler. » Ces paroles furent accueillies par un silence lourd, puis par un éclat de murmures inquiets. Le prêtre du village, le père Augustin, tenta de calmer les esprits. « Ce sont des histoires amplifiées par la peur, dit-il. Les ombres ne bougent pas sans raison. Elles ne sont que des reflets, rien de plus. » Mais même ces mots semblèrent manquer de conviction. La maison d'Emmeline, située à la lisière du village, devint un lieu d'attention silencieuse. Les villageois évitaient de passer trop près, et certains disaient entendre des bruits étranges lorsqu'ils s'approchaient. Des formes semblaient se mouvoir derrière les fenêtres, bien qu'Emmeline insistât sur le fait que Noé et elle étaient souvent couchés à cette heure-là. Un soir, un homme du village, Jean le Charpentier, décida de vérifier par lui-même ce qui se passait. Il s'approcha de la maison, une lanterne à la main, et jura qu'il ne voulait qu'observer. Mais alors qu'il franchissait le petit portail en bois, il sentit un froid intense l'envahir, bien qu'il n'y ait pas de vent. Sa lanterne vacilla et son ombre, projetée par la lumière vacillante, sembla grandir démesurément. Jean recula, terrifié, lorsqu'il vit son ombre se détacher du sol et se tordre devant lui. Elle forma une sorte de créature massive, avec des griffes et des cornes indistinctes, avant de se fondre dans l'obscurité. Il lâcha sa lanterne et s'enfuit en courant, criant à l'aide. Lorsque les villageois le trouvèrent, blotti derrière une meule de foin, il était en état de choc. Tout ce qu'il pouvait dire, c'était « Ce garçon, cet enfant, il apporte les ténèbres avec lui. » L'histoire de Jean fit le tour du village en une journée. Les habitants, déjà méfiants, se laissèrent envahir par la peur. On entendait des chuchotements dans chaque ruelle, des voix basses parlant d'Emmeline et de Noé. Certains disaient qu'elle avait ramené une malédiction, d'autres qu'il s'agissait d'un esprit vengeur, déguisé en enfant. Les incidents continuaient. Une mère affirma que l'ombre de son bébé, endormi dans son berceau, s'était levée pour ramper sur le mur. Un groupe d'enfants raconta qu'ils avaient vu une silhouette sombre danser au sommet du clocher, bien que personne ne puisse y monter sans une échelle. Même ceux qui ne croyaient pas aux histoires furent contraints de reconnaître que quelque chose d'anormal se produisait. Les villageois commencèrent à pointer du doigt Emmeline et Noé ouvertement. Les regards furtifs devinrent des paroles acerbes. Une femme refusa de vendre du pain à Emmeline au marché, prétextant qu'elle ne voulait pas que la malédiction entre dans sa boutique. Un homme plus audacieux l'interpella. « Pourquoi continues-tu à protéger ce garçon? Ne vois-tu pas qu'il apporte le malheur avec lui ?» Mais Emmeline, bien que secouée, resta ferme. Elle soutenait que Noé n'avait rien fait de mal, qu'il était juste un enfant perdu. Cependant, dans son cœur, elle savait que les ombres, bien qu'étranges, semblaient bel et bien liées à lui. Mais elle ne pouvait pas se résoudre à l'abandonner. Un soir, alors qu'elle rangeait du bois près de sa maison, un caillou vola à ses pieds. En se retournant, elle aperçut un groupe de villageois cachés dans l'ombre. « Envoie-le loin d'ici !» cria une voix, « avant qu'il ne soit trop tard !» Les incidents atteignirent leur paroxysme lorsque la place principale du village fut témoin d'un événement inexplicable. En plein jour, alors que les habitants s'affairaient, une ombre massive se forma sur le sol. Elle n'était liée à aucun objet ni à personne, mais elle grandissait, couvrant presque toute la place. Les villageois s'arrêtèrent, stupéfaits et terrifiés. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, l'ombre se dissipa, laissant derrière elle un silence pesant. Ce fut la goutte d'eau pour beaucoup. Les murmures devinrent des cris, et les regards hostiles se transformèrent en menaces ouvertes.
Certains proposèrent même de chasser Emmeline et Noé du village. Une nuit, une dizaine de villageois se regroupèrent devant la maison d'Emmeline, des torches à la main. Ils n'étaient pas encore devenus une foule en colère, mais leur intention était claire. Ils frappèrent à la porte, exigeant qu'elle leur parle. Emmeline ouvrit, déterminée à protéger Noé. L'enfant, comme à son habitude, était assis calmement dans un coin, observant la scène avec ses yeux insondables. « Donne-nous cet enfant, » dit le forgeron, un homme habituellement rationnel. « Il est dangereux. Si nous le laissons ici, il détruira le village. »« Il n'a rien fait, » répliqua Emmeline. « Ce ne sont que des ombres. Des ombres ne peuvent pas vous blesser. »« Mais elles bougent comme si elles avaient une volonté propre, » cria Marguerite. « Et c'est arrivé après qu'il soit arrivé ici. Tu ne peux pas nier ça. » Mais malgré leurs accusations, Emmeline refusa de céder. Elle savait que Noé n'avait nulle part où aller, et même si elle doutait parfois de ce qu'il était, elle ne pouvait pas l'abandonner. Finalement, la foule se dispersa, mais l'avertissement était clair. Si les choses continuaient, il reviendrait, et cette fois, il ne se contenterait pas de paroles. Après cette confrontation, les phénomènes semblèrent diminuer, mais cela ne rassura personne. Les villageois interprétèrent ce calme comme le prélude à quelque chose de pire. Emmeline, quant à elle, sentait que les ombres autour de Noé devenaient plus subtiles, mais aussi plus puissantes. Elle semblait répondre à ses émotions, se rapprochant ou se retirant en fonction de son humeur. Une question persistait dans son esprit. Pourquoi les ombres agissaient-elles ainsi? Et surtout, qu'essayaient-elles de dire? Belombre était en proie à la peur et à la confusion. Les villageois, jadis unis par leur vie simple, se trouvaient divisés par des soupçons et des superstitions. Le forgeron, après avoir mené une tentative infructueuse pour convaincre Emmeline de renvoyer Noé, suggéra de faire appel au père Augustin, le prêtre du village. Le père Augustin était une figure respectée. Bien qu'il fût âgé, son esprit était vif et il portait le poids des traditions et des légendes de Belombre avec une autorité naturelle. On disait qu'il avait déjà affronté des cas similaires dans sa jeunesse, bien qu'aucune histoire précise ne fût jamais racontée. Lorsque les villageois vinrent le trouver, le prêtre écouta leur récit avec une expression impassible. « Vous pensez donc qu'un enfant de 8 ans contrôle les ombres ?» demanda-t-il calmement. Les habitants, embarrassés par l'absurdité apparente de leurs propres paroles, hésitèrent. Marguerite, cependant, se montra plus directe. « Ce n'est pas qu'un enfant, père. Il y a quelque chose en lui. Ses yeux, ses silences. Les ombres bougent, comme si elles lui obéissaient. » Le père Augustin soupira et se leva lentement de sa chaise. « Alors, je dois le voir moi-même. » Le père Augustin se rendit à la maison d'Emmeline le lendemain. La femme l'accueillit avec une lueur d'espoir dans les yeux, bien que ses traits fussent marqués par l'épuisement. Depuis l'arrivée de Noé, elle dormait peu, constamment en alerte face aux ombres qui semblaient parfois s'animer autour d'elle. « Merci d'être venu, père, » dit-elle, en l'introduisant dans sa modeste demeure. Le prêtre balaya la pièce du regard, remarquant immédiatement la tension dans l'air. La lumière du feu dans la cheminée semblait vaciller d'une manière étrange, et les coins de la pièce paraissaient plus sombres qu'ils n'auraient dû l'être. Noé était assis dans un coin, silencieux comme à son habitude, ses yeux noirs fixant le prêtre. Lorsque le père Augustin posa son regard sur lui, il sentit une étrange sensation, comme si l'enfant sondait son âme. Ce n'était pas une hostilité, mais une intensité presque palpable. « Ce garçon est marqué par quelque chose de puissant, » murmura-t-il à Emmeline. « Mais je ne crois pas qu'il soit malveillant. » Il s'agenouilla devant Noé et lui parla doucement. « Je m'appelle Augustin. Et toi, comment t'appelles-tu » Noé resta silencieux, mais son regard ne quittait pas le prêtre. Augustin ne montra aucun signe de frustration. Au contraire,
il sembla considérer ce silence comme une réponse en soi. Après un moment, le père Augustin sortit un vieux grimoire de cuir noir de son sac. Ce livre était une relique qu'il gardait depuis des décennies, un recueil de symboles et d'histoires anciennes qu'il consultait rarement. Il le posa sur la table et l'ouvrit lentement, révélant des pages jaunies, couvertes d'illustrations complexes et de textes écrits dans une langue presque oubliée. « Peut-être que ceci t'aidera à parler », murmura-t-il en tournant les pages. À la surprise d'Emmeline, Noé sembla immédiatement captivé. Il se leva de sa chaise et s'approcha, ses yeux fixant les pages avec une intensité accrue. Lorsque le prêtre arriva à une page spécifique, l'enfant tendit une main tremblante et la posa dessus. Augustin et Emmeline se penchèrent pour voir ce que Noé avait désigné. La page montrait une illustration inquiétante. Une silhouette humaine enveloppée d'ombre qui semblait vivante, tourbillonnant autour d'elle comme des serpents. Sous le dessin, une inscription disait « Le porteur des ombres, gardien ou destructeur ». Le prêtre fronça les sourcils en déchiffrant les mots. Il passa un doigt sur l'image, comme pour en éprouver la texture. « Cette légende », commença-t-il, « cela fait des années que je n'ai pas vu cette image. » Le père Augustin expliqua que la figure du porteur des ombres faisait partie d'une vieille croyance locale, bien que la plupart des villageois l'eussent oubliée. La légende racontait qu'un être doté du pouvoir de manipuler les ombres apparaissait à des moments où le monde était en déséquilibre. Ce porteur pouvait agir comme un gardien, protégeant les vivants des ténèbres, mais il pouvait aussi devenir un destructeur s'il perdait le contrôle de son pouvoir. Selon la légende, dit-il en se tournant vers Emmeline, cet être n'est pas mauvais en soi, mais il est lié aux ombres d'une manière que nous ne comprenons pas. Si Noé est vraiment le porteur des ombres, alors il est ici pour une raison. Emmeline écoutait attentivement, mais ses pensées tournaient autour de la question la plus urgente. Et que devons-nous faire ? Comment pouvons-nous savoir s'il est ici pour protéger ou pour détruire ? Le prêtre secoua la tête. « Je n'ai pas cette réponse, mais je crois que cet enfant ne nous veut pas de mal. Il semble perdu, comme s'il cherchait quelque chose. » Noé, toujours silencieux, baissa les yeux vers le livre. Ses doigts frôlèrent l'illustration, et pendant un instant, les ombres dans la pièce semblèrent s'intensifier. Le feu dans la cheminée vacilla, projetant des formes tordues sur les murs. Le père Augustin décida de tenter une approche différente. Il prit une feuille de papier et un crayon et les tendit à Noé. « Montre-nous ce que tu veux dire », dit-il doucement. Noé hésita, puis prit le crayon. Il traça lentement une série de lignes sur le papier, formant une image. Lorsqu'il eut terminé, Emmeline et Augustin virent qu'il avait dessiné une maison entourée de grandes ombres, avec une petite silhouette debout devant. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda Emmeline. Noé ne répondit pas, mais son regard semblait confirmer ses paroles. Le prêtre observa le dessin avec attention. « Les ombres ne sont pas simplement autour de lui, » murmura-t-il. « Elles le protègent. Mais de quoi ?» Alors que la nuit tombait, le père Augustin se leva pour partir. Avant de partir, il posa une main rassurante sur l'épaule d'Emmeline. « Cet enfant est spécial, mais il porte un fardeau que nous ne comprenons pas encore. Je vais prier pour lui, et je vais chercher dans mes écrits si je peux trouver plus d'informations sur cette légende. En attendant, prends soin de lui, mais reste vigilante. » Emmeline hocha la tête, bien que ses pensées fussent remplies d'incertitude. Après le départ du prêtre, elle retourna dans la pièce où Noé était assis. Il tenait toujours la feuille de papier avec son dessin, le regard perdu dans le vide. Elle s'assit à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Peu importe ce que les autres pensent, Noé, » murmura-t-elle. « Tu es en sécurité ici. » Les ombres autour d'eux semblèrent s'adoucir, comme si elles répondaient à sa promesse.
Cette rencontre avec le père Augustin marqua un tournant dans la manière dont Emmeline voyait Noé. Elle comprenait désormais que son lien avec les ombres n'était pas un hasard. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était si ce lien était une bénédiction ou une malédiction. Pendant les jours qui suivirent, Emmeline sentit une certaine tension s'apaiser, comme si les ombres elles-mêmes avaient accepté sa présence. Mais au fond de son cœur, elle savait que ce calme ne durerait pas. Les mots du prêtre résonnaient dans son esprit, gardien ou destructeur. Belombre avait toujours été un village ancré dans ses traditions et ses superstitions. Les légendes étaient racontées au coin du feu, des histoires anciennes qui avertissaient des dangers du monde extérieur. L'une des plus anciennes concernait l'enfant des ombres. La plupart des habitants considéraient cette légende comme un conte destiné à effrayer les enfants désobéissants. Mais depuis l'arrivée de Noé, ces récits reprenaient vie avec une inquiétante intensité. Le père Augustin lui-même, après avoir feuilleté ces vieux manuscrits, confirma l'existence d'une prophétie liée au porteur des ombres. Selon les textes qu'il avait retrouvés, cet être apparaîtrait lorsque le monde serait en déséquilibre, un moment où les ténèbres menaceraient de submerger la lumière. Il pouvait agir comme un gardien, utilisant son pouvoir pour protéger les innocents, ou comme un destructeur, attirant le chaos et la ruine. Cette dualité rendait la figure de l'enfant des ombres particulièrement inquiétante. Et bien que personne ne l'admît ouvertement, tout le monde commença à murmurer que Noé en était l'incarnation. Les souvenirs des anciens du village, en particulier ceux des plus âgés, commencèrent à remonter à la surface. Une femme de 80 ans, surnommée Tante Claire, affirma se rappeler des histoires racontées par sa propre grand-mère. L'enfant des ombres apparaît toujours dans les périodes troublées, disait-elle à quiconque voulait l'écouter. Les ombres autour de lui ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas totalement bonnes non plus. Elles cherchent à équilibrer quelque chose. Un autre ancien, un berger nommé Étienne, rapporta un détail encore plus troublant. Selon lui, l'apparition de l'enfant des ombres s'accompagnait toujours d'une tempête de ténèbres, un événement cataclysmique qui dévastait tout avant que l'équilibre ne soit restauré. Étienne décrivait des visions que sa mère lui aurait racontées, des vagues d'ombre recouvrant le ciel, des silhouettes monstrueuses dansant à la lueur des éclairs. Ces récits renforcèrent la peur collective des villageois. Mais pour Emmeline, ces histoires apportèrent une lueur de compréhension. Elle commença à voir Noé non pas comme une menace, mais comme un être lié à une mission qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Emmeline observait Noé avec une attention croissante. Chaque jour, elle remarquait davantage de détails sur son étrange lien avec les ombres. Elle semblait vivante, mais plus que cela, elle paraissait communiquer. Lorsqu'il tendait la main vers elle, elle répondait en bougeant, parfois doucement, parfois violemment, comme si elle suivait ses émotions. Mais le plus déroutant était le murmure. Cela se produisait souvent le soir, lorsque la lumière dans la maison était faible et que les ombres s'étiraient le long des murs. Un son doux et constant, semblable au souffle du vent à travers les arbres, résonnait dans la pièce. Ce murmure semblait émaner des ombres elles-mêmes, un langage que Noé semblait comprendre. Une nuit, alors qu'Emmeline l'observait en silence, elle osa poser la question. « Noé, elle te parle, n'est-ce pas ?» L'enfant la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Bien qu'il ne répondît pas, son regard semblait confirmer ce qu'elle soupçonnait. C'est peu après avoir entendu ces murmures qu'Emmeline eut un rêve troublant. Elle se trouvait dans le village, mais tout semblait différent. Le ciel était d'un noir d'encre et aucune étoile ne brillait. Une lourde brume couvrait les ruelles et les maisons semblaient vaciller, comme si elles étaient sur le point de disparaître. Elle entendait des cris au loin, des hurlements déchirants qui faisaient vibrer l'air.
Elle vit alors des créatures émerger des ombres. Elles étaient grandes, sans forme définie, mais leurs contours semblaient faits de nuit pure. Ces êtres se déplaçaient silencieusement, glissant sur le sol comme de l'eau noire, mais leur présence était écrasante. Partout où elles passaient, elles laissaient derrière elles une obscurité permanente. Puis, elle vit Noé. Il se tenait seul au milieu de la place du village, face aux créatures. Malgré sa petite taille, il ne semblait pas effrayé. Les ombres autour de lui bougeaient frénétiquement, créant une barrière entre lui et les monstres. Pourtant, Emmeline pouvait sentir sa douleur. Il était seul, portant un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter. Dans le rêve, elle tenta de courir vers lui, mais les ombres l'en empêchèrent. Elle se réveilla en sursaut, son cœur battant à tout rompre. Le lendemain, Emmeline était étrangement calme. Ce rêve avait été terrifiant, mais il lui avait aussi apporté une certaine clarté. Elle comprenait désormais que Noé portait une mission qu'il ne pouvait pas exprimer. Les ombres n'étaient pas simplement une extension de lui, elles étaient un outil, peut-être même un langage, utilisé pour accomplir quelque chose de bien plus grand que le village de Belombre. Mais que devait-elle faire? Comment pouvait-elle aider un enfant si mystérieux, surtout lorsque tout le village se retournait contre lui? Ces questions la hantaient, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner Noé. Elle décida de partager ses réflexions avec le père Augustin. Le père Augustin écouta attentivement alors qu'Emmeline lui racontait son rêve. Il sembla troublé, mais pas surpris. « Ces visions sont significatives », dit-il après un long silence. Elles confirment que Noé est lié à cette légende, mais elles indiquent aussi qu'un danger se rapproche. Les ombres ne se manifestent pas sans raison. Elles réagissent à quelque chose. « Mais que cherche-t-il » demanda Emmeline. « Comment pouvons-nous comprendre ce qu'il veut ?» Le prêtre réfléchit un instant avant de répondre. « Nous ne pouvons pas forcer Noé à parler, mais peut-être que les ombres elles-mêmes peuvent nous montrer ce qu'il veut. Il faut observer, écouter et surtout ne pas céder à la peur. » Pendant ce temps, les villageois devenaient de plus en plus hostiles. Marguerite et quelques autres habitants organisèrent une réunion pour discuter de l'avenir de Noé. Les incidents récents, couplés aux rumeurs grandissantes sur sa nature, avaient convaincu une majorité qu'il représentait un danger. « Ce garçon doit partir », déclara le forgeron avec véhémence, « avant qu'il n'apporte plus de malheur. » « Et si c'est lui qui nous protège ?» osa suggérer une jeune femme, visiblement influencée par les récits de Tante Claire. Mais sa voix fut noyée par le grondement de désapprobation. La peur l'emportait sur la raison. Emmeline, informée de cette réunion, se rendit sur place pour défendre Noé. Elle parla avec passion, rappelant que le garçon n'avait rien fait pour nuire à quiconque. Mais ces mots tombèrent dans des oreilles sourdes. Le village était trop effrayé pour écouter. De retour chez elle, Emmeline trouva Noé assis devant la cheminée, entouré d'ombres qui bougeaient doucement autour de lui. Elle s'agenouilla devant lui, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas qui tu es vraiment, Noé, » murmura-t-elle, « mais je sais que tu es ici pour une raison. Je ferai tout pour te protéger. » L'enfant la regarda avec une expression douce, presque reconnaissante. Il tendit une main vers elle, et pour la première fois, Emmeline sentit une véritable connexion entre eux. Les ombres autour de lui s'apaisèrent, comme si elles répondaient à ses paroles. Ce chapitre marque un tournant dans la compréhension d'Emmeline. Elle accepte que Noé n'est pas simplement un enfant perdu, mais un être porteur d'une mission complexe et dangereuse. Les ombres, bien qu'inquiétantes, commencent à apparaître comme un outil, une force guidée par quelque chose de plus grand. Le jour où la tempête des ténèbres frappa Belombre, tout semblait étrangement calme. Une chaleur inhabituelle imprégnait l'air, et un silence pesant régnait sur le village. Les habitants, méfiants après les événements récents, passaient la journée à surveiller le ciel grisâtre qui s'assombrissait lentement. Même les animaux semblaient perturbés.
Les chiens refusaient de sortir, les oiseaux restaient perchés, immobiles, comme s'ils attendaient quelque chose. Emmeline, quant à elle, ne pouvait ignorer les signes. Elle observait Noé, qui, pour la première fois, semblait agité. Il se tenait près de la fenêtre, fixant l'horizon avec une intensité presque douloureuse. Les ombres autour de lui, habituellement discrètes, bougeaient nerveusement, comme si elles pressentaient une menace. « Que se passe-t-il, Noé » murmura-t-elle. « Est-ce toi ou quelque chose d'autre ?» Noé ne répondit pas, mais ses yeux sombres semblaient chercher une réponse dans les profondeurs du ciel tourmenté. Lorsque la tempête éclata, elle arriva sans avertissement. Le vent se leva brutalement, hurlant à travers les ruelles comme une bête affamée. Les arbres ployaient sous sa force, leurs branches craquant et s'éparpillant dans les rues. Mais ce n'était pas un vent ordinaire. Il portait avec lui une obscurité étrange, une brume noire qui s'infiltrait dans chaque recoin du village. Les premières ombres apparurent presque immédiatement. Elles n'étaient pas projetées par la lumière, mais semblaient surgir de la brume elle-même. Elles glissaient sur les murs, rampantes et déformées, se tordant en formes grotesques. Au début, les villageois ne comprirent pas ce qu'ils voyaient, mais lorsque ces ombres commencèrent à se matérialiser, prenant des formes monstrueuses, la panique s'empara d'eux. Une femme hurla en voyant une silhouette massive aux yeux rouges s'avancer vers elle. Elle se précipita dans sa maison, mais l'ombre passa à travers la porte comme si elle n'était qu'un mirage. Des enfants furent arrachés des bras de leurs parents, emportés par des bras sombres qui semblaient faits de fumée. Les cris et les pleurs se mêlaient aux hurlements du vent, créant une symphonie de terreur. Partout, les villageois fuyaient, cherchant refuge là où ils pouvaient. Mais les créatures semblaient omniprésentes, surgissant des coins les plus sombres, se fondant dans les ombres des ruelles et des maisons. Un fermier tenta de défendre sa famille avec une fourche, mais l'arme passa à travers la créature sans l'affecter. Sa propre ombre s'anima alors, l'attaquant par derrière et le projetant au sol. Les formes des ombres étaient diverses et cauchemardesques. Certaines ressemblaient à des loups gigantesques, d'autres à des serpents aux crocs acérés, et d'autres encore étaient indéfinissables, des masses tourbillonnantes de ténèbres qui dégageaient une aura de pure malveillance. Elles ne semblaient pas tuer, mais capturaient, immobilisaient, effrayaient, comme si elles cherchaient à dominer le village entier. Alors que le chaos régnait, Emmeline se précipita dehors, cherchant Noé. Elle le trouva au milieu de la rue principale, immobile, les bras le long du corps. Autour de lui, les ombres dansaient, frénétiquement, mais elles ne l'attaquaient pas. Au contraire, elles semblaient l'entourer comme une armée obéissant à son général. Ses yeux d'un noir profond brillaient d'une lumière étrange, presque irréelle. Pour la première fois, Emmeline sentit non seulement la puissance qu'il portait, mais aussi le poids immense de cette responsabilité. Elle cria son nom, mais il ne réagit pas. Il était concentré sur les créatures autour de lui. Avec un geste lent mais précis de la main, Noé tendit un bras vers une des ombres qui s'approchait d'un groupe de villageois. À cet instant, les ténèbres qui la formaient s'évaporèrent comme de la fumée. Les villageois, terrifiés, s'éloignèrent en courant, mais Noé ne leur prêta aucune attention. Son combat n'était pas contre eux, mais contre les ombres elles-mêmes. Au début, il semblait avoir l'avantage. Chaque mouvement de sa main dissipait une créature. Mais à mesure qu'il en détruisait, d'autres surgissaient, plus nombreuses et plus féroces. Les ombres semblaient comprendre qu'il était leur ennemi principal, et elles se regroupèrent autour de lui, formant un cercle menaçant. Emmeline, impuissante, regardait la scène avec horreur. Elle voulait intervenir, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien contre ces forces surnaturelles. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était prier pour que Noé ait la force de tenir. Les ombres attaquèrent en masse. Elles bondirent sur lui comme une vague noire, mais Noé leva les deux mains.
et une explosion de lumière noire les repoussa. C'était une lumière étrange, presque inversée, qui semblait absorber la brume environnante. Les créatures reculèrent, mais leur rage augmenta. Noé continuait à se battre, mais Emmeline voyait qu'il faiblissait. Chaque mouvement semblait lui coûter de plus en plus d'énergie. Ses jambes tremblaient et ses bras, autrefois si précis, devenaient hésitants. Les ombres, sentant sa faiblesse, intensifièrent leurs assauts. Emmeline ne pouvait plus rester à l'écart. Elle se précipita vers lui, se plaçant entre lui et une créature massive qui s'apprêtait à l'attaquer. Mais avant que la bête ne puisse l'atteindre, Noé tendit une main tremblante et repoussa la créature, la dissipant dans un dernier effort. Emmeline se retourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tu ne peux pas faire ça tout seul, Noé. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. » Pour la première fois, Noé parla. Sa voix était faible, presque un murmure, mais elle portait une intensité qui la fit frissonner. « Je dois les retenir. Ils viennent pour tout prendre. » Au moment où il prononça ces mots, une ombre gigantesque, bien plus grande et terrifiante que toutes les autres, surgit de la brume. Elle était si massive qu'elle semblait engloutir le ciel lui-même. Ses contours étaient indistincts, mais elle dégageait une aura de pure destruction. Les autres ombres s'étaient rassemblées autour d'elle, comme si elles attendaient ses ordres. Noé, bien que visiblement épuisé, se redressa. Ses yeux brillaient maintenant avec une intensité presque aveuglante. Les ombres autour de lui s'alignèrent, formant une barrière entre lui et la créature massive. Il leva une main et une lumière noire jaillit, frappant la bête directement. La créature recula, mais elle ne fut pas détruite. Au contraire, elle sembla se renforcer, absorbant l'énergie que Noé lui envoyait. La bataille devenait de plus en plus désespérée. Emmeline comprit alors ce que Noé essayait de faire. Il ne cherchait pas seulement à repousser les ombres, il cherchait à les contenir, à les empêcher de s'étendre au-delà du village. Mais il était seul, et il n'avait pas assez de force. Elle s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, murmura-t-elle. Laisse-moi t'aider. » Noé tourna la tête vers elle, une expression de tristesse dans ses yeux noirs, mais il acquiesça doucement. Ensemble, ils levèrent les mains, et une lumière encore plus puissante jaillit, enveloppant la créature géante et ses sbires. Les ombres hurlèrent, un cri déchirant qui semblait provenir d'un autre monde. Puis, lentement, elles commencèrent à disparaître, se dissolvant dans l'air comme de la fumée. Lorsque la tempête se dissipa enfin, le village était méconnaissable. Les maisons étaient endommagées, les rues jonchées de débris. Mais les villageois étaient en vie. Emmeline, épuisée, se laissa tomber à genoux. Noé se tenait à côté d'elle, mais il semblait plus fragile que jamais. Son regard était lointain, comme s'il voyait au-delà de ce monde. Les villageois, émergeant lentement de leur refuge, observèrent la scène en silence. Aucun d'eux ne savait quoi dire ou comment interpréter ce qu'ils venaient de vivre. Bien que la tempête ait disparu, Emmeline savait que ce n'était pas la fin. Les ombres reviendraient, d'une manière ou d'une autre. Mais elle savait aussi que Noé était leur seul espoir, et elle était prête à tout pour l'aider à accomplir sa mission, quelle qu'elle soit. Seulement des formes mouvantes ou des créatures monstrueuses, elle semblait être devenue une force vitale, un organisme qui aspirait le village dans une obscurité sans fin. La brume noire s'infiltrait dans les maisons, les champs, les chœurs. Les villageois, pris de panique, se barricadaient, mais rien ne semblait pouvoir les protéger. Au centre de ce chaos, Noé se tenait droit, seul face aux ténèbres. Ses yeux noirs brillaient comme deux perles de jet, illuminés par une lumière intérieure. Autour de lui, les ombres dansaient, hésitantes, comme si elles attendaient un ordre. Mais leurs menaces persistaient, et Emmeline, qui le voyait vaciller sous le poids de leur présence,
comprit que quelque chose devait être fait, et vite. Emmeline s'approcha de Noé, les bras tendus, évitant les formes mouvantes qui tentaient de l'encercler. Les ténèbres semblaient reculer légèrement en sa présence, comme si son lien avec l'enfant leur imposait une limite. « Que peux-tu faire » cria-t-elle, sa voix brisée par le désespoir. « Dis-moi, Noé, comment puis-je t'aider » Pour la première fois, l'enfant détourna son regard des ombres pour le poser sur elle. Son visage, si souvent impassible, reflétait une émotion qu'elle n'avait jamais vue. Une tristesse profonde, mêlée de résignation. Puis, il parla, d'une voix rauque et faible, mais porteuse d'un poids immense. « Je dois partir !» Ces mots frappèrent Emmeline comme un coup de tonnerre. Partir ? Mais où ? Pourquoi ? Elle sentit son cœur se serrer alors qu'elle comprenait ce qu'il voulait dire. Il n'était pas comme les autres enfants, il n'avait jamais été destiné à vivre parmi eux. Noé n'était pas simplement lié aux ombres, il en était la clé. Pour les contenir, il devait s'éloigner, les emporter avec lui. C'était un choix cruel, injuste pour un enfant si jeune. Pourtant, elle pouvait lire dans ses yeux qu'il avait déjà pris cette décision. Autour d'eux, les ombres semblaient réagir à cette déclaration. Leur danse devint plus frénétique, leur forme plus distordue. Un murmure sourd s'éleva, un son étrange et discordant qui semblait provenir de toutes parts. Emmeline ne comprenait pas les mots, mais elle sentait leur intention. Les ombres savaient que Noé était leur maître, mais elle refusait de le laisser partir sans combattre. Noé leva une main tremblante et les murmures cessèrent instantanément. Les ombres s'arrêtèrent, figées dans une attente silencieuse. Il tourna à nouveau son regard vers Emmeline et elle sut qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Les larmes coulèrent sur les joues d'Emmeline alors qu'elle s'agenouillait devant lui, prenant ses petites mains dans les siennes. Elles étaient froides, presque glaciales, comme si son lien avec les ombres l'éloignait déjà du monde des vivants. « Tu n'es pas seule » murmura-t-elle, sa voix tremblant. « Je suis avec toi. » Noé, pourtant, secoua doucement la tête. Elle comprit qu'il ne pouvait pas emmener quelqu'un d'autre avec lui. C'était son fardeau, son destin à porter seul. Mais il serra ses doigts, un geste fragile mais chargé de signification. Ce contact fut leur ultime lien, un moment suspendu dans le temps. Alors que les ombres se rapprochaient, menaçantes, Noé se redressa, puis ouvrit les bras comme pour les accueillir. Son regard était désormais fixé sur elle, déterminé. Avec un mouvement lent mais puissant, il rassembla les ombres autour de lui. Elles tourbillonnèrent, formant une spirale massive qui semblait aspirer toute la lumière du village. Les villageois, cachés dans leurs maisons, observaient à travers les fentes des volets. Ils voyaient l'enfant devenir le centre d'un vortex noir, et malgré leur peur, ils comprenaient que quelque chose d'extraordinaire se jouait devant eux. Emmeline resta immobile, les larmes coulant toujours. Elle savait que Noé se battait pour eux, mais aussi pour elle. Il avait choisi de protéger le village, même au prix de son propre bonheur, de son propre avenir. Alors que les ombres atteignaient leur apogée, une lumière inattendue jaillit des mains de Noé. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était sombre, presque inversée. Mais elle repoussait les ténèbres avec une force inouïe. Les ombres hurlèrent, un cri déchirant qui semblait traverser les âmes de ceux qui l'entendaient. Noé continua à canaliser cette lumière, mais elle semblait l'épuiser. Emmeline, bien qu'impuissante, lui envoya toute la force qu'elle pouvait, murmurant des mots d'encouragement, des prières qu'elle n'avait jamais prononcées auparavant. Enfin, avec un dernier éclat de lumière, les ombres se replièrent. Elles disparurent dans un rugissement, absorbées dans le corps frêle de Noé. Le village retrouva son calme, mais un silence étrange et pesant remplaça le chaos. Lorsque tout fut terminé, Noé tomba à genoux, épuisé. Emmeline courut vers lui, le prenant dans ses bras,
mais elle sentit immédiatement qu'il était différent. Il était là, mais il semblait déjà ailleurs. Ses yeux, toujours noirs, brillaient faiblement, comme une flamme vacillante prête à s'éteindre. « Tu as réussi, » murmura-t-elle. « Les ombres sont parties. Tu as sauvé le village. » Noé leva les yeux vers elle, un faible sourire sur les lèvres. Puis, avec un effort visible, il se redressa et recula doucement. « Je dois partir, » répéta-t-il, cette fois avec plus de force. Emmeline hocha la tête, incapable de parler. Elle savait qu'il avait raison, mais cela n'atténuait pas la douleur de le perdre. Noé fit quelques pas vers la lisière du village où les ombres résiduelles semblaient l'attendre. Chaque pas qu'il faisait semblait alourdir l'air, comme si le monde retenait son souffle. Emmeline le suivit à distance, incapable de se résoudre à le laisser partir sans un dernier adieu. Au bord de la forêt, Noé s'arrêta et se retourna une dernière fois. Son regard croisa celui d'Emmeline, et bien qu'il ne parlât pas, elle comprit ce qu'il voulait dire. Il n'était pas seul. Pas vraiment. Elle resterait toujours avec lui, dans son souvenir, tout comme il resterait dans le sien. Avec un dernier geste de la main, il disparut dans l'obscurité. Lorsque le soleil se leva sur Belombre, le village semblait différent. Les ombres avaient disparu, et la lumière du matin éclairait chaque coin avec une clarté inhabituelle. Les villageois sortirent prudemment de leurs maisons, observant les dégâts laissés par la tempête. Mais au-delà des dommages matériels, ils savaient que quelque chose d'encore plus profond avait changé. Personne ne parla immédiatement de ce qu'ils avaient vu. Certains murmuraient encore que Noé était une malédiction, tandis que d'autres le voyaient comme un sauveur. Mais tous s'accordaient sur un point. Il avait pris les ténèbres avec lui et il lui devait leur survie. Emmeline, quant à elle, ne trouva jamais les mots pour décrire ce qu'elle avait vécu. Elle retourna à sa maison, désormais étrangement calme, sans la présence de Noé. Les ombres qui l'avaient autrefois entourée avaient disparu, mais son souvenir restait vif. Chaque soir, en regardant le ciel étoilé, elle murmurait une prière silencieuse pour Noé. Peu importe où il était, elle espérait qu'il trouvait la paix. Et bien qu'il fût parti, elle savait qu'il veillait toujours sur eux, quelque part, dans les ténèbres. Le village de Belombre était au bord du gouffre. La tempête des ténèbres, bien que temporairement repoussée, laissait planer une menace palpable. Les ombres semblaient rôder à la lisière du village, se regroupant, devenant plus denses et menaçantes à chaque instant. Les villageois, terrés dans leurs maisons, regardaient par leurs fenêtres avec une peur viscérale. Le silence pesant était rompu seulement par les sanglots de ceux qui avaient perdu des proches dans le chaos. Au centre de cette tension, Noé se tenait debout, son regard fixé sur l'horizon sombre. Autour de lui, les ombres bougeaient comme des serpents, s'enroulant et se dénouant à ses pieds. Il ne semblait pas effrayé, mais son visage reflétait une douleur profonde, un fardeau invisible qu'il portait seul. Emmeline, essoufflée, courut vers lui. Elle avait vu les ombres se regrouper et savait qu'elles revenaient plus fortes, plus nombreuses. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle s'approchait de l'enfant qu'elle avait juré de protéger. « Que peux-tu faire » cria-t-elle, sa voix tremblante d'espoir et de désespoir. « Dis-moi, comment puis-je t'aider » Noé la regarda avec une intensité presque insupportable, ses yeux noirs reflétant une lumière intérieure. Pour la première fois depuis son arrivée au village, il parla. Sa voix, rauque et faible, semblait venir de très loin, comme un murmure porté par les vents. « Je dois partir !» Ces trois mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur d'Emmeline. Elle comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Les ombres n'étaient pas simplement des forces extérieures qu'il combattait. Elles faisaient partie de lui, liées à son existence. Il les contrôlait, mais elles cherchaient aussi à le contrôler. La seule façon de sauver le village était qu'il les emmène avec lui, loin de Belombre. « Partir » murmura-t-elle, sa voix brisée.
Mais où? Pourquoi? Noé ne répondit pas. Il baissa légèrement la tête comme pour lui demander de ne pas insister. Emmeline sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il n'y avait pas d'autre choix, mais cela ne rendait pas la décision moins cruelle. Noé, cet enfant mystérieux qu'elle avait recueilli, était sur le point de quitter sa vie, condamné à une existence solitaire. Autour d'eux, les ombres devenaient de plus en plus agitées. Elles s'allongeaient, se tordaient, formant des silhouettes presque humaines qui semblaient prêtes à attaquer. Le vent hurlait, emportant avec lui des échos étranges, comme des voix venues d'un autre monde. Les ténèbres semblaient se refermer sur le village, menaçant d'engloutir tout sur leur passage. Noé tendit une main tremblante vers Emmeline. Elle la prit sans hésiter, sentant à quel point ses doigts étaient froids et fragiles. Il n'était qu'un enfant et pourtant il portait un fardeau qu'aucun adulte n'aurait pu supporter. « Tu n'es pas seul, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je suis avec toi. Noé la regarda un instant, et dans son regard, Emmeline vit une gratitude infinie, mais aussi une immense tristesse. Il serra doucement sa main, puis la lâcha. Les ombres autour de lui semblèrent s'apaiser un instant, comme si elles attendaient son signal. Dans un ultime effort, Noé se tourna vers les ténèbres. Il ouvrit les bras comme pour les accueillir. Les ombres, qui avaient jusqu'alors semblé indépendantes, convergèrent soudainement vers lui, se ruant sur son petit corps avec une violence impressionnante. Elles tourbillonnaient autour de lui, formant une spirale sombre qui s'élevait dans le ciel. Emmeline, terrifiée mais incapable de détourner le regard, recula d'un pas. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Les ombres continuaient de tourbillonner, se resserrant de plus en plus autour de Noé, jusqu'à ce que son corps disparaisse complètement dans cette tempête infernale. Un cri silencieux sembla déchirer l'air. Ce n'était pas un son qu'Emmeline ou les villageois pouvaient entendre, mais quelque chose qu'ils ressentaient profondément, un écho dans leur âme. Puis, aussi soudainement qu'elles étaient apparues, les ombres disparurent. Lorsque la lumière revint, elle était douce et apaisante, presque irréelle. Le vent s'arrêta et un calme surnaturel s'installa sur le village. Les villageois sortirent prudemment de leurs maisons, regardant autour d'eux avec incrédulité. Les ombres, si menaçantes quelques instants auparavant, avaient complètement disparu. Il n'en restait aucune trace. Mais Noé n'était plus là. Emmeline tomba à genoux à l'endroit où il s'était tenu. Ses mains tremblaient et son cœur était lourd de chagrin. Elle regarda le ciel, espérant un signe, quelque chose qui lui dirait que Noé allait bien. Mais le ciel était clair, vide, comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Les villageois, bien que soulagés par la disparition des ombres, restèrent silencieux. Ils savaient que ce qu'ils avaient vécu ne serait jamais compris par le monde extérieur. Le village avait été sauvé, mais à quel prix? Ils regardaient Emmeline, certains avec honte pour avoir douté d'elle et de Noé, d'autres avec gratitude. Le père Augustin s'approcha doucement d'elle. Il posa une main sur son épaule, mais il ne trouva pas de mots. Il savait que ce qu'elle avait perdu ne pouvait être remplacé. « Son sacrifice ne sera pas oublié », murmura-t-il finalement. Les jours passèrent, et la vie au village reprit lentement son cours. Mais Emmeline ne pouvait oublier Noé. Chaque soir, elle s'asseyait près de la fenêtre, regardant les étoiles, espérant qu'il soit quelque part, en sécurité. Les villageois commencèrent à raconter son histoire, d'abord avec hésitation, puis avec une certaine fierté. Noé devint une légende locale, l'enfant des ombres, celui qui avait sauvé Belombre au prix de sa propre existence. Parfois, lors des nuits les plus sombres, Emmeline croyait voir des ombres danser doucement sur les murs de sa maison. Elles ne semblaient plus menaçantes, mais protectrices, comme si Noé veillait encore sur elle. Après la disparition de Noé,
le village de Belombre retrouva une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Les ombres, autrefois menaçantes et indisciplinées, avaient disparu, ramenant une clarté bienfaisante dans les ruelles et les champs. Les habitants commencèrent lentement à reconstruire ce qui avait été détruit, physiquement et émotionnellement. Mais même dans cette tranquillité retrouvée, une étrange mélancolie imprégnait l'air. Pour Emmeline, la maison qui avait été un refuge pour Noé semblait vide malgré sa familiarité. Chaque pièce, chaque coin d'ombre lui rappelait l'enfant mystérieux qu'elle avait pris sous son aile. Le silence de la maison, autrefois apaisant, était désormais un rappel douloureux de l'absence de Noé. Les nuits de pleine lune étaient les plus troublantes pour Emmeline. Lorsque la lumière lunaire baignait le village, les ombres prenaient une qualité différente, presque vivante. Assise près de sa fenêtre, Emmeline observait les murs de sa maison, où des ombres dansaient doucement, leurs mouvements fluides et gracieux. Elle ne l'effrayait pas. Au contraire, elle semblait bienveillante, comme si elle voulait la rassurer. Emmeline ne savait pas si c'était son imagination ou une véritable manifestation de Noé. Mais dans ces moments, elle sentait une présence apaisante, presque familière. Une nuit, alors que la lune était particulièrement brillante, elle posa une main sur la table près de la fenêtre et murmura « Est-ce toi, Noé ?» Les ombres sur le mur vacillèrent légèrement, comme pour répondre. Emmeline sentit une chaleur douce monter en elle. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle n'avait pas besoin de réponse. Elle savait que Noé veillait toujours sur elle, d'une manière ou d'une autre. Le temps passa, et l'histoire de Noé devint une légende à Belombre. Les anciens racontaient son histoire au coin du feu, embellissant parfois les détails, mais conservant l'essence de son sacrifice. Les enfants grandirent en entendant parler de l'enfant des ombres, un être venu protéger le village au prix de sa propre existence. Il n'était ni humain ni esprit, disait tante Claire à ses petits-enfants, mais il avait le cœur pur, il nous a sauvés des ténèbres. Certaines familles accrochèrent des talismans faits de pierres noires et de bois sombres à leurs portes, des objets censés symboliser les ombres protectrices de Noé. D'autres allumaient des bougies les nuits de pleine lune, une offrande silencieuse à l'enfant qu'ils considéraient désormais comme un gardien. Mais parmi toutes ces traditions, c'était Emmeline qui gardait le souvenir de Noé le plus vivant. Pour elle, il n'était pas seulement une légende, mais un enfant réel, un être qu'elle avait aimé comme un fils. Chaque matin, Emmeline passait quelques instants devant le petit dessin que Noé avait laissé avant de partir. Encadré et suspendu près de son lit, le dessin représentait une maison entourée d'ombres protectrices, avec une petite silhouette au milieu. Elle y voyait une promesse silencieuse, une déclaration que Noé ne l'oublierait jamais. Lorsqu'elle allait au marché ou traversait le village, les gens la saluaient avec un respect qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Beaucoup la considéraient comme la gardienne de la mémoire de Noé. Les enfants, fascinés par l'histoire, lui demandaient souvent de leur raconter à quoi il ressemblait. Il était calme, disait-elle souvent avec un sourire nostalgique, mais ses yeux disaient tout. Les nuits de tempête, Emmeline sentait parfois un froid familier, mais ce n'était pas le froid menaçant des ombres passées. C'était une présence douce et réconfortante. Elle s'asseyait alors près de la cheminée, un livre sur les genoux, et murmurait des mots qu'elle savait que Noé entendrait. « Merci, Noé, que les ombres te traitent avec douceur. » Elle ne cherchait plus à comprendre où il était, ni ce qu'il était devenu. Elle savait seulement qu'il avait trouvé sa place, où qu'il soit. Les villageois continuèrent de vivre leur vie, mais la présence de Noé restait gravée dans leur mémoire collective. Belombre n'était plus seulement un petit village isolé. Il était devenu un symbole d'espoir et de résilience. Emmeline, quant à elle, trouvait un certain apaisement dans sa routine.
Elle savait que les ombres, autrefois considérées comme des ennemis, étaient en réalité des alliés, guidés par l'esprit d'un enfant qui avait transcendé sa condition humaine pour devenir quelque chose de plus grand. Elle passait de plus en plus de temps à écrire, remplissant des pages de souvenirs et de réflexions sur Noé. Ses écrits, bien qu'intimes, devinrent sa manière de préserver son histoire, non pas pour elle seule, mais pour les générations futures. Une nuit, alors qu'elle regardait les étoiles, Emmeline ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle posa une main sur son cœur et ferma les yeux. Dans ce silence parfait, elle crut entendre une voix, douce et lointaine, murmurer son nom. Elle ouvrit les yeux et sourit. « Je sais, Noé, je sais. » Les ombres sur le mur dansèrent une dernière fois avant de disparaître dans la lumière du lever du jour.